bonjour. D'abord, je suis très fier d'être appelé à témoigner sur une période qui me tient à cœur, puisque j'ai passé durant tout le premier septennat auprès de François Mitterrand sur les grandes questions économiques, et qu'auparavant, j'étais en charge de la commission économique du Parti socialiste entre 77 et 81. Donc, ce retour en arrière me semble important parce qu'on semble avoir oublié ou déformé tout ce qui a été fait dans cette époque. Et nous vivons aujourd'hui très largement, quand nous prenons le TGV, quand nous sommes en pleine crise de l'énergie et que nous sommes bien contents d'avoir l'énergie nucléaire, eh bien nous vivons encore sur un certain nombre et les conséquences des grandes décisions qui ont été prises à partir de 1981. Donc je pense qu'il est important, et on peut scinder le type de conséquences, de mesures qui ont été prises en deux parties. Il y a toute la dimension macroéconomique qui a été très largement critiquée, la fameuse relance. Et puis il y a les grands projets qui ont, d'une certaine façon, transformé la France. Et puis évidemment, je dirais un mot des nationalisations. Donc, pour les questions macroéconomiques, il faut que nous cessions de croire et donc de dire que la politique de la gauche, à partir de 1981, a provoqué la fameuse crise sur les marchés d'échange à l'intérieur du SME. La dégradation de nos échanges extérieurs a été uniquement due à l'augmentation de la facture pétrolière qui elle-même était la conséquence de la politique monétaire américaine qui avait propulsé le dollar à un niveau extravagant pour qu'aujourd'hui, quand le dollar bouge de 2 ou 3%, ça fait la une des journaux, pour qu'on ait en tête ce qui s'est passé à l'époque, le dollar entre 1999 et 2005, en gros, est passé de 5 à 10 francs, ce qui était une pression terrible sur la France. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut véritablement réévaluer et juger de façon rigoureuse. Dans le même domaine, l'évolution de la politique économique, elle va se tenir au sommet de Versailles en 1982, quand le président de la République va dire il faut passer d'une étape facile, ce qu'il disait l'étape de plaine en faisant référence au Tour de France, à une étape de montagne, c'est-à-dire les grands dossiers difficiles de restructuration industrielle. Sur ce point, là encore, en contredisant tous ceux qui qualifiaient de marxiste la position de la gauche en 1981, il faut revenir à la réalité, à la fois pour des raisons familiales et pour son intérêt personnel. François Mitterrand était passionné par l'entreprise et ses deux frères, plus de nombreux autres amis, étaient des dirigeants de grandes entreprises. On peut citer François Dalle de L'Oréal, Jean Ribou, qui était le président de Schlumberger. Donc il connaissait parfaitement la vie de l'entreprise. Et rétrospectivement, quand on regarde le face-à-face du deuxième tour de 81, on a un petit regret. Peut-être que François Mitterrand aurait dû dire à Valéry Giscard d'Estaing qu'il n'avait pas le monopole de l'économie et que lui avait une expérience qui devait être tout à fait reconnue. Donc, quand il nommera Pierre Dreyfus au ministère de l'Industrie, après les nationalisations, c'est bien pour valoriser l'esprit de l'entreprise. Et un certain nombre des grands succès industriels de la France d'aujourd'hui découlent des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Si nous avons par exemple encore une sidérurgie en France, c'est bien parce que les entreprises sidérurgiques ont été, et c'était inévitable, restructurées à l'époque. Et on pourrait aussi parler d'autres grandes réussites dans le domaine de l'électronique, comme Dassault Systèmes ou Capgemini, ou dans les secteurs un peu qui sont moins connus, moins connus, spectaculaires, qui sont l'industrie aéronautique. Il faut se rappeler que si la SNECMA de l'époque est devenue Safran et un des plus grands constructeur de moteurs d'avion dans le monde, c'est grâce à son alliance avec General Electric, et c'était encore une décision qui fut confirmée dès 1981. Donc, il y a un regard qui doit être positif, et il faut quand même enfin rétablir les faits.
Et je voudrais conclure ce bref exposé en disant que s'il y a une chose qui a bouleversé la vie des Français, c'est quand même bien le TGV. Or, quand François Mitterrand est allé, au mois de septembre 1980, inaugurer la ligne, ou plus exactement les tronçons de ligne de la ligne Paris-Lyon, il a annoncé qu'il demandait à la SNCF d'étudier les possibilités d'une construction de lignes vers l'ouest de la France. C'était la relance du programme TGV qui avait été interrompu par le gouvernement Barre, puisque la ligne Paris-Lyon n'était pas achevée et Raymond Barre avait indiqué qu'il ne fallait pas l'achever. Donc cette transformation de la géographie de la France par le TGV Atlantique, puis toutes les autres lignes qui ont été construites depuis, c'est véritablement des décisions qui ont été prises au tout début du septennat et dont nous avons encore aujourd'hui toutes les conséquences positives. Il y a évidemment tous ces aspects macroéconomiques, industriels et tout, mais il y a aussi la transformation sociale, des mesures essentielles pour la vie quotidienne des Français. Par exemple, on est passé à la 5e équipe pour le travail posté. Avant, c'était les 3-8 et on avait le droit de se reposer que pour la 4e part. Eh bien, l'une des premières mesures qui ont été prises avec l'abaissement de l'âge de la retraite, ça a été de créer une 5e équipe qui améliorait considérablement la vie des travailleurs dans l'industrie. Évidemment, on peut aussi ajouter, et on doit aussi ajouter, les lois Auroux qui ont fait évoluer, pas suffisamment à mon gré, mais c'était déjà un tournant, les relations sociales au sein de l'entreprise, qui ont enfin donné, dans certains cas, et pas assez, c'est vrai, mais c'était une étape, aux grandes organisations représentatives du personnel, plus de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas terminé et qui doit être encore en avance, parce que l'une des raisons tellement citées en exemple de l'industrie allemande et des entreprises allemandes, c'est bien qu'ils ont réussi à créer dans l'entreprise un partage du pouvoir et donc une prospérité collective, comme l'avait appelé le ministre des Finances Erhardt, qui est devenu ensuite chancelier, pour que tout le monde profite. Eh bien, c'est des résultats et des performances d'une entreprise quand on y contribue, et c'est effectivement aujourd'hui une de nos faiblesses. Mais ça a été démarré au début des années 80. Certes, on n'est pas allé assez loin, mais c'était la ligne fixée par le premier gouvernement Mauroy. Donc si je devais résumer toute cette situation, je dirais que le mouvement de désindustrialisation que nous enregistrons aujourd'hui, il résulte de cette espèce d'incompréhension de la mondialisation qui interviendra au début des années 2000. En aucun cas, cette désindustrialisation n'a été initiée au début des années 80, et c'est même exactement le contraire qui s'est produit, et les chiffres du commerce extérieur de la France le montrent, puisque nous avons eu un excédent entre 1990 et 2000-2003, un excédent constant de nos échanges extérieurs et notamment des grands produits industriels que nous avons perdus aujourd'hui du fait des stratégies de délocalisation. Donc là encore, voilà une idée qu'il convient de bannir. L'histoire et les chiffres sont absolument indiscutables. La France avait démarré un processus d'adaptation à la mondialisation et de renforcement de l'appareil industriel dans les années 80, et ceci a été abandonné au début des années 2000. Donc dans la France d'aujourd'hui, il y a un héritage extrêmement fort, présent, et je cite les deux exemples des grands travaux, bien sûr le Louvre, mais aussi si la Défense est le premier quartier d'affaires d'Europe, c'est bien parce qu'on a décidé au début des années 80 de relancer le site de la Défense. Et bien entendu, le Louvre et les grands programmes culturels, ça nous l'avons aujourd'hui. Nous avons le TGV, nous avons une industrie nucléaire qui n'attend que de repartir, mais toutes ces grandes orientations ont été abandonnées à partir des années 2000 et nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Il serait temps que les historiens, et même parfois les économistes, disent et expliquent et analysent très clairement
cet enchaînement de faits, mais la réalité, celle de la vie quotidienne des Français, qui a donc été un peu changée, comme le disait le slogan, eh bien, des décisions capitales ont été prises au début des années 80. Cette présentation, elle va être le sujet principal du colloque que l'Institut François Mitterrand a décidé d'organiser le 10 mai 2022, donc ce n'est pas une coïncidence, parce que c'est quand même un jour très symbolique, et nous aurons l'occasion d'approfondir avec des experts, avec des témoins de l'époque et avec des historiens, tout ce que nous venons de dire là, et même de l'approfondir, voire à le soumettre à la critique si cette présentation est trop positive, mais je ne le crois pas.